Alors, nous allons commencer donc la quatrième vidéo sur le chapitre 3.5, l'absorption des nutriments. Et donc là, on va avoir deux parties du chapitre, ce sont des parties un peu plus petites. On va commencer par la partie 3 du cours, donc les deux voies d'absorption intestinale. Donc cette partie du cours commence par le document 5 qui vous montre donc les deux voies d'absorption intestinale. Donc c'est un schéma qu'il faut savoir annoter. Donc il faut vraiment vous entraîner à cacher les noms qui sont là, à droite et à gauche, et à les replacer. D'accord? Ce que j'ai enlevé, donc c'est ce qui est enlevé sur votre cours. Donc ici en rouge, l'accolade rouge représente la voie qui est à gauche. On voit ici qu'il y a donc une veine porte hépatique, il y a une veine sous-hépatique, une veine cave inférieure. Il y a donc le cœur qui va donc envoyer ça tout ça, et la veine cave supérieure. Donc là, vous voyez, c'est pas le fait de voir veine hein, ou qui va vous orienter vers la voie d'absorption, c'est surtout la couleur ici, d'accord? Donc là, quand on représente en rouge ou en bleu, c'est le sang. Donc ici, c'est la voie sanguine, donc la voie d'absorption sanguine. Et quand on représente le liquide qui circule ici dans les veines sous-clavières gauche, le canal thoracique, le ganglion lymphatique et ici surtout le vaisseau lymphatique, là, vous n'avez pas de doute, c'est la voie d'absorption lymphatique. Donc je répète, ce schéma est à savoir annoter et bien distinguer d'un côté la voie d'absorption sanguine et la voie lymphatique. Donc il y a des nutriments. Voilà, on est ici, hein, l'intestin à l'intérieur, il y a des nutriments. Vous voyez qu'il y a une flèche jaune ici qui monte vers la circulation sanguine. Donc il y a des nutriments qui vont passer par le sang et d'autres qui vont passer par la lymphe, donc le liquide en vert ici. Donc c'est expliqué dans le texte. Donc il existe deux voies d'absorption selon la nature des nutriments, même si on en a déjà parlé dans les précédentes vidéos. Donc vous allez devoir noter donc, ces deux grandes catégories. Tout d'abord, en fonction du critère, c'est s'ils sont hydrosolubles, donc hydrophiles, hydrophobes. Donc le premier paragraphe soulignait donc les nutriments hydrosolubles, c'est-à-dire solubles dans l'eau, qu'on appelle également hydrophiles. Vous vous souvenez, ce sont des molécules qui peuvent former des liaisons hydrogènes avec l'eau qui l'entoure, puisqu'en fait ce sont des molécules qui possèdent des atomes électronégatifs, comme l'oxygène et l'azote. Alors on l'a déjà prouvé dans la vidéo précédente, donc si vous ne vous en souvenez plus, je vous conseille de mettre en pause et de regarder la vidéo précédente. Donc les os, c'est l'exemple du glucose qui était dans la vidéo 3, les acides aminés et les vitamines hydrosolubles. Donc vous vous souvenez, les vitamines, il y en a des hydrosolubles et donc des liposolubles. Donc là, on est dans les vitamines C, d'accord, essentiellement. Donc ces molécules hydrophiles, donc les nutriments, hein, glucose, acides aminés, vitamines, donc suivent la voie d'absorption sanguine. Donc elles vont dans le sang, d'accord? Et en plus, elles sont petites, hein. Donc vous vous souvenez la différence entre la paroi d'un vaisseau sanguin et la paroi d'un vaisseau lymphatique. Les cellules qui forment la paroi du vaisseau sanguin sont vraiment collées les unes aux autres, il n'y a pas de place pour laisser passer des grosses molécules. Elles laissent passer que les petites molécules, donc celles-ci, hein, acides aminés, oses, elles peuvent traverser les cellules. Et on verra le cas des autres molécules. Donc ici, ce qui est important, c'est la veine porte hépatique. Donc la veine porte hépatique, c'est celle qui relie directement l'intestin et qui va emmener donc les nutriments jusqu'au foie. Donc c'est un vaisseau qui est très important à retenir. Donc la veine porte hépatique, c'est vraiment la première qui récupère les nutriments issus de l'absorption intestinale. Donc cette veine porte reçoit le sang qui sort de l'intestin et elle va directement au foie. Une fois que donc ces nutriments vont donc être absorbés et passent jusqu'au foie. Donc le foie va ensuite les modifier un petit peu. Ensuite, on est dans la catégorie, cette fois-ci, donc le deuxième paragraphe, sur les nutriments liposolubles. Donc liposolubles, c'est-à-dire solubles dans les graisses. Et s'ils sont solubles dans les graisses, ça veut dire qu'ils ne sont pas solubles dans l'eau. Et s'ils ne sont pas solubles dans l'eau, on les appelle également hydrophobes. Donc l'exemple ici que l'on a vu dans la vidéo précédente aussi, donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo, ce sont les triglycérides. Vous vous souvenez, hein, quand on digère, quand on coupe ces molécules, on obtient du glycérol et 3 acides gras. Mais lorsque ces molécules se retrouvent à l'intérieur de l'entérocyte, les molécules vont s'associer à nouveau entre elles et former des lipoprotéines. Et comme elles sont trop grosses, d'accord, vous vous souvenez, ce sont des grosses sphères et à l'intérieur il y a les triglycérides, ces grosses sphères ne peuvent pas passer dans le vaisseau sanguin puisque je répète, les cellules sont trop collées. Et vous vous souvenez donc les cellules qui forment la paroi des vaisseaux lymphatiques, ce sont des cellules qui sont au niveau de leur extrémité, elles sont chevauchantes, c'est-à-dire que leurs extrémités sont l'une sur l'autre. Et lorsqu'il y a des grosses molécules qui arrivent, ces cellules vont s'écarter et laisser un espace important. Et donc là, les grosses lipoprotéines vont pouvoir passer.
Alors, il faut savoir, donc on vient de le dire, que ces triglycérides, ça concerne que les triglycérides, ils sont transportés donc dans des lipoprotéines, vous vous souvenez, des petites sphères, qui vont circuler dans la lymphe. Mais on voit très bien sur ce schéma, on l'avait déjà expliqué dans la vidéo numéro 3, c'est que lorsque la lymphe arrive au niveau du canal thoracique, en haut, vous voyez, à la fin du vaisseau en verre, ce vaisseau en verre va ensuite rejoindre la veine sous-clavière gauche. D'accord? Donc là, cette veine va ensuite apporter, donc là, la lymphe va se mélanger au sang, et ce sang va ensuite être envoyé au cœur. Donc ça, on verra le fonctionnement du cœur dans une autre partie. Donc les vaisseaux lymphatiques rejoignent la circulation sanguine au niveau de la veine sous-clavière gauche. Donc sous-clavière, c'est au niveau de la clavicule, donc ici à gauche. Voilà donc un schéma à savoir annoter, donc savoir replacer tous ces termes-là, savoir faire la différence entre la voie sanguine qui récupère les nutriments qui sont hydrophiles et qui sont assez petits pour traverser donc la paroi des vaisseaux sanguins, et la voie lymphatique qui récupère uniquement les nutriments hydrophobes, donc ça concerne uniquement les triglycérides qui sont enfermés dans des grosses sphères qu'on appelle les lipoprotéines. Donc elles sont hydrophobes et en plus elles sont donc enfermées dans des grosses structures qui ne peuvent pas passer entre les cellules de la paroi du vaisseau sanguin. Donc là, ça passe par les vaisseaux lymphatiques. Voilà, donc la partie 2 est terminée, d'accord? Donc ça c'est assez rapide, mais ça reprend un peu ce qui a été fait dans la vidéo, donc n'hésitez pas, la vidéo précédente sur la notion de hydrophile, hydrophobe, comment on reconnaît justement ces molécules, et justement comment on sait qu'un ose est hydrophile, un acide aminé est hydrophile, et par exemple qu'un acide gras et un triglycéride est hydrophobe. Donc ça c'est très important de reprendre cette partie-là. Alors, il nous reste donc la dernière partie du cours qui est donc sur la malabsorption. Donc là, on est dans une situation pathologique, ça veut dire que l'absorption intestinale ne se fait pas correctement. Donc on a vu l'exemple de la maladie cœliaque, donc en activité. Alors vous pouvez déjà souligner dans le cours que dans de nombreuses pathologies, la fonction d'absorption intestinale est altérée, ça veut dire qu'elle ne fonctionne pas correctement. Donc si l'absorption se fait mal, ça veut dire que les nutriments sont mal absorbés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de nutriments qui passent de l'intestin, donc vers le sang. C'est ce qu'on appelle la malabsorption. Donc si on vous demande la définition de la malabsorption, dites bien que c'est la mauvaise absorption des nutriments au niveau de l'intestin. Alors les causes de l'apparition de la malabsorption, tout d'abord, c'est parce qu'on sait que l'absorption se fait grâce à la paroi intestinale, qui forme justement ces fameuses microvillosités, cette bordure en brosse, donc du côté apical des entérocytes. Vous vous souvenez que la cellule intestinale est très particulière. Et donc justement, si cette paroi intestinale est modifiée, donc là on verra que les villosités sont plus petites, voire complètement aplaties, il n'y en a quasiment plus. C'est la maladie cœliaque. Donc retenez bien cette maladie. Donc un exemple de maladie qui correspond à une malabsorption, c'est la maladie cœliaque. Alors justement, on va prendre le document 6 qui vous montre l'atteinte de la paroi intestinale dans le cas de la maladie cœliaque. Donc évidemment, pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans le cas d'une maladie, vous avez sur ce document en fait le cas de villosité saine et de microvillosité saine. Donc ici, on a au niveau de l'intestin grêle, on a un premier zoom donc au niveau de la villosité connivente, la valvule connivente, pardon. Ici, on a les villosités. Et en fait, on voit bien que les villosités, ici, normalement, forment des grands plis. Vous vous souvenez que quand on les met tout à plat, on a entre 200 et 250 mètres carrés. Donc là, tout va bien. On voit en vert que les nutriments passent bien de la lumière intestinale vers l'intérieur, donc ici, du milieu intérieur, vers le sang. Alors que dans le cas de la maladie cœliaque, vous voyez que les villosités sont beaucoup moins hautes. Si elles sont moins hautes, ça veut dire que si on met à plat toutes ces villosités, la surface que l'on obtient, on n'est plus du tout à 250 mètres carrés, d'accord? On est plus à la moitié, on est à 100 mètres carrés, voire un peu moins. Et comme il y a une surface d'absorption moins importante, ça veut dire qu'il y a moins de nutriments qui vont passer de votre intestin vers le sang, d'accord? Et vous voyez même que certains sont repoussés, d'accord? Puisqu'il n'y a plus cette fonction d'absorption. Donc là, vous avez le paragraphe qui est en italique parce que c'est plutôt à titre indicatif, mais voilà, si on veut vous faire travailler dessus, il faut reprendre l'activité du livre.
Donc chez les personnes atteintes de la maladie cœliaque, tout contact avec le gluten, donc ça vous en avez forcément tous entendu parler, un groupe de protéines qu'on retrouve notamment c'est la protéine du blé. Donc là, ce contact-là, chez certaines personnes, déclenche une réaction du système immunitaire. Et donc là, le problème, c'est que notre propre corps va réagir contre cette molécule-là et va altérer, va endommager la paroi interne de l'intestin grêle et donc va endommager ces villosités qui vont donc s'aplatir. Donc justement, là on vous parle des changements, donc vous pouvez surligner aussi que la paroi... attention, j'ai oublié de vous dire, donc une maladie auto-immune, ça veut dire qu'en fait c'est une maladie qu'on développe contre nous-mêmes, contre notre propre corps, si vous voulez, d'accord? Donc on se défend contre notre corps, et quand on se défend justement contre notre corps, on va altérer certaines fonctions. Donc là, le cas de l'absorption intestinale. Alors la paroi de l'intestin grêle est normalement tapissée de villosités. Donc le but, je vous l'ai dit, c'est d'augmenter la surface d'absorption, donc là entre 200 et 250 mètres carrés. Mais lorsqu'un enfant est atteint de cette maladie cœliaque, et donc lorsqu'il est exposé au gluten, cette fameuse protéine du blé, la réaction immunitaire endommage les villosités qui vont donc s'aplatir. Donc j'aimerais que vous reteniez sur cette maladie cœliaque que c'est une maladie auto-immune, ça veut dire qu'on va attaquer nos propres cellules et donc endommager la paroi, et donc les villosités, au lieu de faire des grands replis qu'on voit bien ici, on a des villosités qui sont plates. D'accord? Et donc la surface d'absorption est moins importante et donc on a ce qu'on appelle une malabsorption. Donc gardez bien en tête, apprenez par cœur cette maladie cœliaque. D'accord? Les villosités sont aplaties. Alors justement, je reprends ce document-là, puisque justement il y a des conséquences, c'est que lorsque les villosités sont aplaties, donc l'absorption des nutriments devient plus difficile, c'est ce qu'on appelle le trouble de malabsorption. Ensuite, comme les nutriments ne passent pas de la lumière intestinale vers le sang, vous n'avez pas assez de nutriments. Et donc là, ça peut entraîner des conséquences sur la croissance, parce que imaginez par exemple que vous ne récupérez pas le calcium ou les vitamines, et ça peut évidemment nuire au développement de l'organisme en général. On a vu que tous les nutriments ont un rôle bien précis, bâtisseur, énergétique, fonctionnel, et donc évidemment on va toucher toutes les fonctions ici si on n'a pas assez de nutriments. Et troisième point, la malabsorption peut aussi provoquer des symptômes touchant le système gastro-intestinal, tels que la diarrhée, on va le voir juste après, et on voit surtout au niveau des douleurs, au niveau de l'estomac. Donc on va expliquer pourquoi d'ailleurs il y a des diarrhées dans le cas d'une malabsorption, donc juste après. Voilà, donc gardez bien en tête, mauvaise absorption, donc ce qui entraîne un manque de nutriments, donc ça joue sur certaines fonctions de l'organisme, et ensuite on peut avoir des symptômes, notamment donc la diarrhée et des douleurs. Alors document 7, donc le dernier document du cours, vous voyez qu'il y a, en fait, il manque toutes les explications. Donc là, on a, comme d'habitude, on veut voir ce qui se passe dans le cas d'une malabsorption. Donc à gauche, on a ce qui se passe normalement, et à droite, dans le cas d'une malabsorption. Donc on va expliquer tout d'abord la situation normale. Donc je replace ici, on a donc l'intérieur de notre intestin. En dessous ici, de ce côté-là et de l'autre côté, on a du sang. D'accord? Et là, on a, comme d'habitude, nos nutriments qu'on vient d'obtenir par digestion. Donc les acides aminés proviennent de la digestion des protéines, le glucose et le galactose proviennent de la digestion donc des glucides. On aurait pu mettre aussi, pourquoi pas, d'autres molécules, mais là on est au niveau intestinal. Donc ici, on veut voir la situation normale. On voit bien ici que les villosités sont tout à fait normales et les microvillosités aussi. Donc soulignez bien dans votre cours que dans la situation normale, ou donc lorsque les villosités et les microvillosités sont normales, les nutriments traversent la paroi intestinale pour rejoindre le sang ou la lymphe. D'accord? Donc ça, on l'a vu dans la partie précédente, dans la vidéo précédente. Donc grâce à des transporteurs, etc. Donc, c'est-à-dire que les nutriments, une fois qu'ils sont ici, ils vont traverser, ils vont se retrouver dans le sang. Donc, la concentration, donc ils vont être en plus grande quantité dans le sang. Donc, ça veut dire qu'ils seront plus concentrés dans le sang ici. Là, il n'y en aura quasiment plus ici, et ils seront tous dans le sang. Or, on sait que l'eau, on l'a vu dans la deuxième vidéo de ce chapitre, donc n'hésitez pas à aller le revoir, l'osmose, c'est un déplacement d'eau. Et l'eau se déplace toujours du milieu le moins concentré en soluté, donc là ici en nutriments, vers le milieu le plus concentré en soluté. Donc comme ici, le milieu le plus concentré après l'absorption, c'est donc le sang, il faut donc déplacer l'eau.
qui va donc suivre le même trajet que les nutriments. C'est-à-dire que si les nutriments sortent de l'intestin pour aller dans le sang, comme ils vont être en plus grande quantité dans le sang, l'eau va passer également de la lumière vers le sang. Ça va? Donc là, finalement, ce qu'il en reste après absorption, il y a beaucoup moins d'eau dans votre intestin, et donc c'est ce qui fait que justement vos selles aussi ne sont pas liquides, hein, comme justement, on va dire, en situation normale. On va maintenant voir ce qui se passe dans la situation correspondant à la malabsorption. Donc là, attention, on retrouve dans la même situation. La lumière intestinale. On voit que là, alors, on n'a pas forcément indiqué la cause de malabsorption, mais en tout cas, on dit bien que les acides aminés, le glucose et le galactose, ne peuvent pas être absorbés. D'accord? C'est-à-dire que, vous voyez, la flèche est coupée, c'est-à-dire que ces molécules-là ne passent pas dans le sang. Donc c'est bien écrit en rouge, ces nutriments vont s'accumuler dans l'intestin. Or, on l'a dit, l'eau, donc là je vais faire avancer, dans le cas d'une malabsorption, les nutriments ne peuvent pas passer dans le sang ou la lymphe, ils s'accumulent dans la lumière intestinale. Donc la concentration en nutriments, cette fois-ci, ne sera plus importante dans le sang, mais elle va augmenter dans la lumière intestinale. D'accord? Puisque les nutriments vont s'accumuler. Et on sait que l'eau se déplace du milieu le moins concentré vers le plus concentré. Et comme ici, le milieu le plus concentré, c'est bien l'intérieur de votre intestin, l'eau va arriver de votre sang et va arriver dans votre intestin. Donc là, vous allez avoir un apport d'eau très important. Donc l'eau va passer du sang ou de la lymphe vers la lumière intestinale. Et comme il y aura beaucoup d'eau dans l'intestin, donc là, on va avoir donc l'apparition du principal symptôme d'une malabsorption qui est donc la diarrhée. D'accord? Puisque l'eau ici, c'est pas forcément indiqué, vous pouvez éventuellement le rajouter, hein. Là, on a un vaisseau sanguin et donc l'eau passe du vaisseau sanguin ou du vaisseau lymphatique vers l'intérieur. Et donc, non seulement vous avez des diarrhées, c'est-à-dire une perte importante d'eau, mais en plus, tous les nutriments qui sont là vont se retrouver dans vos selles. Autrement dit, ces nutriments, au lieu de passer dans le sang pour aller nourrir vos cellules, ils vont être éliminés dans vos selles. Donc vous allez être atteint de carences nutritives. Vous allez manquer donc d'acides aminés, de glucose, etc. Donc ça, c'est très important de bien comprendre pourquoi justement il y a une diarrhée. Donc ça, c'est surtout dû au mouvement d'eau. Donc n'oubliez pas que l'eau est transportée au niveau membrane grâce à l'aquaporine. Donc pareil, ça a été vu dans les vidéos précédentes. Voilà, donc on a terminé ce chapitre 3.5 sur l'absorption, donc qui est quand même assez complexe. Donc au moment des révisions, l'idéal c'est vraiment de revoir toutes les vidéos qui concernent ce chapitre 3.5, mais également les vidéos qui concernent tous les chapitres de la partie 3, qui vous permettent justement d'entendre à nouveau les explications et en même temps de relire votre cours. Donc si vous avez des questions sur uniquement cette vidéo qui concerne donc la malabsorption, donc là, n'hésitez pas à à me poser votre question dans les commentaires, soit aussi par mail ou lorsqu'on se verra donc en classe.